quitter le centre d'hébergement, c'est comme quitter une famille où j'étais vraiment bien entourée au niveau des marches, au niveau de la participation, que ce soit activités, des tâches de café, de repas. Non, je n'étais pas très prête de sortir, c'est pour ça que j'avais trouvé des excuses où j'ai dû même rallonger le séjour. Donc cette enquête participative et collective est partie de l'expérience d'une des membres du collectif SOIF qui a vécu pendant quelques années dans un centre d'hébergement avec ses filles. Et puis au bout de quelques années, elle a eu une attribution de logement de droit commun. Et c'est là où elle a pu dire qu'elle n'était pas prête pour aller dans ce logement. Du coup, on est parti sur cette expression d'être prête ou pas prête à partir. Et ça a résonné pour des personnes hébergées ou des anciens hébergés et pour des travailleurs sociaux. Donc on a pu travailler une méthodologie ensemble avec les chercheurs, les personnes hébergées ou anciennement hébergées et les travailleurs sociaux. Lorsque ce projet de recherche a démarré, le chercheur qui coordonne le projet de recherche, Gabriel, a commencé en fait par nous faire une présentation de la démarche de recherche, de manière à ce qu'on puisse partir tous d'un même niveau de connaissance. Ensuite, s'est posée la question de savoir comment est-ce qu'on allait faire pour l'enquête de terrain. Le consensus est parti sur le fait de préparer des entretiens semi-directifs auprès des expériences des uns et des autres, en ayant différents types d'approches, on va dire. On s'est réunis plusieurs fois. On a décidé quel genre de questions on allait poser et à qui. Ensuite, on a tout répertorié et on a fait en sorte que des questions puissent être posées aux gens. Ce qu'on s'est appuyé pour préparer les questions, c'était sur leur propre vécu, sur les expériences des personnes ressources, sur les expériences aussi des travailleurs sociaux. Alors on a réalisé les entretiens avec 3 publics différents, des travailleurs sociaux qui exercent en centre d'hébergement, des personnes qui vivent en centre d'hébergement et des personnes qui ont vécu en centre d'hébergement. On a essayé de rencontrer des personnes diverses, à la fois d'un point de vue géographique, donc on a rencontré des personnes qui vivent ou qui travaillent dans des centres d'hébergement, dans des grandes agglomérations, et d'autres qui vivent ou travaillent dans des centres d'hébergement situés dans des communes plus petites, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, on a essayé de faire varier tout un ensemble de critères, tels que l'ancienneté dans le centre d'hébergement, la composition familiale. Par exemple, on a rencontré des personnes qui avaient des enfants, d'autres qui étaient sans enfants. On a essayé en fait de diversifier l'échantillon pour avoir une pluralité de perspectives et d'expériences sur les sorties d'hébergement. On a fait le choix en fait de réaliser des entretiens en binôme et que sur chaque binôme soit représentée la typologie de personnes qui étaient interviewées. C'est-à-dire que lorsqu'on interviewait un professionnel dans le binôme, il fallait qu'il y ait un professionnel. Et lorsqu'on interviewait une personne hébergée ou qui a été hébergée, que dans le binôme soit présente une personne qui a été hébergée. Pourquoi? On s'est douté qu'il y aurait des sensibilités particulières qui pouvaient entrer en résonance du fait des expériences communes entre travailleurs sociaux, intervieweurs, interviewés, et entre personnes hébergées, intervieweurs, interviewés. Et ça a très bien fonctionné, comme on a pu le voir avec l'expérience de Yamina. Il y avait un chercheur et un hébergé. Ça s'est un petit peu bien passé jusqu'à que l'hébergé a demandé de parler qu'avec moi parce qu'il ne voulait pas de professionnel dans l'entretien. Après, je suis restée qu'avec lui et d'où il m'a confié des choses où il ne pouvait pas s'exprimer devant le professionnel. J'avais aussi à raconter mon expérience, j'avais aussi à raconter mon suivi médical, d'où lui, il avait vécu la même chose que moi. Alors la démarche d'analyse, en fait, elle a consisté dans un premier temps à se partager la lecture des entretiens qui ont été retranscrits. Ça représentait un peu plus de 650 pages de retranscription qu'on a lu
chacun a lu un ou deux ou trois entretiens dans un premier temps. Ensuite, on a mis en partage ces lectures des entretiens pour repérer ce que chacun repérait dans les entretiens, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était significatif, sur quoi il fallait s'arrêter. Ça a été la première phase de l'analyse. Ensuite, il y a eu un moment qui a été une sorte de, on va dire, un peu de trouble du chercheur. Habituellement, la manière de mener une analyse sur des entretiens a été ici un peu bousculée, on va dire, par la démarche participative. Et donc, en fait, on a remis en discussion collectivement c'était quoi l'objectif de ce travail d'analyse. Et il est ressorti très clairement que l'objectif n'était pas seulement de produire de la connaissance et pas du tout de produire une connaissance conceptuelle ou théorisée comme on peut le faire en sciences sociales, mais c'était de produire une connaissance qui alimente la réflexion des acteurs sur les centres d'hébergement et qui viennent nourrir des propositions d'action très concrètes pour changer certaines pratiques. Donc à partir de là, on a changé notre manière d'analyser les entretiens, on a cherché dans les entretiens retranscrits et dans les expériences des co-enquêteurs des situations problématiques qui étaient décrites, vécues, et du coup, de repérer à chaque fois quelles étaient les réponses, les solutions que chaque personne mettait en œuvre pour répondre, pour remédier à cette situation problématique. Et progressivement, on a identifié des problèmes, des troubles qui se répétaient d'entretien en entretien, et autour desquels on a formulé des propositions d'action, et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'émergence, à l'élaboration de 6 propositions d'action qui s'appuient en fait sur ce qu'on a repéré à la fois des problèmes sur le terrain, mais aussi des expérimentations qui sont déjà menées sur les terrains pour remédier à ces problèmes. Et tant que dans ce livre, il y a plusieurs savoirs, des expériences venues d'ailleurs, se posent un constat, ils se donnent des propositions. Il y a plusieurs propositions qui vont dans le même sens, il y a d'autres propositions qui vont dans l'autre sens, mais à la fin, tout se rejoint pour faire le prêt à sortir. Les 6 propositions d'action qu'on a élaborées permettent en fait d'interroger et de considérer l'hospitalité des centres d'hébergement. Donc cette hospitalité, on peut la décliner en 3 points. L'hospitalité pose d'abord en fait la question de l'accessibilité, c'est-à-dire qui a le droit, qui peut venir dans le centre d'hébergement. Donc nos propositions nous invitent à formuler que les centres d'hébergement ne devraient pas seulement être accessibles aux personnes hébergées, mais également aux personnes qui ont été hébergées et qui pourraient continuer à accéder à ce centre d'hébergement. Le deuxième point, c'est celui de la durée. Pendant combien de temps les personnes peuvent continuer à fréquenter les centres d'hébergement? Donc, on invite, à travers nos propositions, à considérer que les personnes actuellement hébergées peuvent rester aussi longtemps qu'elles le souhaitent dans le centre d'hébergement, jusqu'à ce qu'elles trouvent une proposition de logement qui réponde à leurs aspirations et à leurs choix en termes de lieu de vie. Pour les personnes qui ont été hébergées et qui ne le sont plus actuellement, nous proposons que les personnes puissent continuer à fréquenter aussi longtemps qu'elles le souhaitent les centres d'hébergement pour passer un moment, pour rencontrer des personnes actuellement hébergées ou pour échanger avec des travailleurs sociaux. Le troisième point, c'est celui de la qualité des lieux. L'hospitalité interroge en fait la qualité des lieux. Ça pose la question de à quoi se prêtent, à quelles pratiques se prêtent ces espaces, ces centres d'hébergement. Donc ça pose des questions très concrètes en fait sur l'espace, sur l'aménagement. Par exemple, quand on propose que les anciennes personnes hébergées puissent continuer à passer un moment dans les centres d'hébergement, ça interroge de manière très pratique, très concrète, les lieux. Comment les personnes peuvent s'installer, prendre place dans le centre d'hébergement? Est-ce qu'il y a une salle, des fauteuils, des tables, une cafetière par exemple pour prendre un café et échanger avec d'autres personnes? Donc ça pose la qualité des lieux dans sa dimension matérielle, on pourrait dire. Au fur et à mesure qu'on avançait dans ce travail collectif, on s'est demandé comment rendre compte de nos analyses, de nos propositions, mais aussi même de notre manière de faire ensemble. Et est arrivée l'idée de faire un rapport de recherche comme classiquement, j'ai envie de dire. Par contre, un co-enquêteur nous disait « ouais, mais d'accord, mais ça va finir dans un tiroir », à juste titre, je pense. Et donc, à ce moment-là,
On s'est dit oui, il faut penser les choses autrement et le coordinateur de la recherche a rencontré les presses Rhizome, presse ouverte à un ouvrage expérimental justement et ensemble on s'est engagé dans l'écriture de cet ouvrage. Et du coup, ce support, il permettait, il nous semble, de mieux reconnaître le travail réalisé par une conjugaison de profils dans cette coécriture, mais aussi de mieux favoriser l'accès aux propositions qui sont faites dans cet ouvrage pour qu'elles soient débattues, etc., et peut-être opérer davantage dans le cadre de toutes ces questions de dignité et d'accès au logement. Bref, je crois que ça s'inscrivait vraiment dans la continuité de cette aventure collective et de l'esprit qu'il y a eu tout au long de ces mois de travail de recherche ensemble. Le coordinateur a écrit une première version. Nous, derrière, on l'a corrigé et il a écrit une deuxième version avec nos propositions. Alors, un exemple de correction, oui, un mot qui m'avait frappé, qui était « aider ». Donc, je sais que le mot « aider », tout le monde le dit en général, mais sur une certaine manière, c'est un mot qu'il ne faut pas trop dire. Quand on sort d'un centre d'hébergement et qu'on nous dirige vers un service social, c'est très long. Et entre cette période, on n'a aucun accompagnement ni rien du tout. Mais des fois, on a des papiers à faire qu'on n'arrive pas à remplir soi-même. Donc, on essaye de retourner vers le centre d'hébergement pour dire si tu as 5 minutes, est-ce que tu pourrais... Donc, on ne demande pas une aide. On demande s'il y a un petit service. Si tu peux nous dépanner un peu, nous aider à remplir le papier, ou est-ce que tu peux me faire une photocopie parce que j'ai pas les moyens d'en faire une. Ça, c'est rendre un petit service à la personne accompagnée et pas dire ouais, je l'aide parce qu'il faut lui faire les papiers, il faut faire les photocopies, il faut faire ci, cela. Voilà. Donc le terme aider, on l'a remplacé par le mot service. Et ça sonne mieux à l'oreille.